Bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau tirage Ludo Guidance. Aujourd'hui, nous allons réaliser 4 tirages pour découvrir ensemble l'avenir du jeu de société. Tout d'abord, la papesse. Elle nous indique une collecte sereine. Elle symbolise l'histoire, l'immersion. Voyez son livre. Elle voit une campagne participative annonçant le jeu le plus immersif jamais créé. Elle contiendra plus de 1800 figurines, 3 boîtes géantes, un tapis de néoprène de 3 mètres sur 2 ainsi qu'un artbook de 240 pages. Mais la majorité des acheteurs n'y jouera qu'une seule fois. Passons au battleur qui lui symbolise l'entassement, le jouet, l'accumulation. L'arcane dévoile qu'un influenceur affirmera « Cette version est indispensable, c'est la version ultime, il n'y en aura pas d'autre ». Puis, une nouvelle version encore plus complète que la précédente sortira 6 mois plus tard et rendra cette version désuète. Le cycle recommencera jusqu'à la fin des temps. Le pendu, quant à lui, symbolise l'inversion des valeurs. Vous voyez bien qu'il a la tête en bas. Tout ce temps perdu à regarder des vidéos et à ne pas jouer. Les cartes annoncent qu'un jour, une vidéo de Descartes Bordeaux durera plus d'1 heure. Beaucoup trop de jeux à présenter en une seule fois et les gens prendront plaisir à découvrir les présentations réalisées par la fine équipe. Enfin, la force. La force donne l'illusion qu'un joueur domptera avec détermination la fièvre acheteuse. L'arcane révèle pourtant qu'un jeu déclaré définitivement épuisé renaîtra quelques années plus tard dans une édition Ultimate Deluxe Collector Anniversary Legacy Definitive Edition. Les cartes considèrent que cet avenir est une simple formalité. Voilà. L'avenir du jeu de société. Méditons sur cette ultime vérité. Les dés n'ont pas de mémoire, mais les joueurs, eux, n'oublient jamais celui qui a mis plus de 3 minutes à jouer son tour. Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Soothsayer, ou plutôt Oracle en français. Un jeu de tableau, de gestion de main avec des cartes à usage multiple, on va le dire ça comme ça. Le jeu a été acheté sur une boutique en ligne alsacienne plutôt connue par un copain qui a sauté dessus dès qu'il a vu qu'il y en avait de disponibles et qui nous l'a gentiment offert. Merci Pipou. Il était séduit et il savait que ça allait nous plaire. Parlons-en en tout cas. Il voulait le partager avec nous. À noter quand même. Donc là, nous, c'est une boîte VO qui s'appelle Soothsayer. Le jeu va être commercialisé sous le nom de Oracle Soothsayer en français par Fantasy Game. Et on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans diverses vidéos. Je ne sais pas si on le mettra là, quelque part ou pas. Je sais que Rue du Jeu en a déjà parlé. Pénélope Jolicoeur Gaming en a aussi parlé. En tout cas, voici notre critique. Oui, et on a fait des parties à 3, 4, 5 joueurs. On n'a pas testé à 2 comme souvent. Et on a testé évidemment le jeu. Il y a 2 jeux de tarot dans le jeu. On a fait le normal et on va dire le avancé, expert. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas fait un mix and match des deux, qui peut être aussi une solution. Alors, au niveau de la règle, du coup, on va pouvoir vous faire un petit comparatif entre la VF et la VO. Donc, comme on vous a dit, on nous a acheté le jeu, on nous l'a offert. Donc, on a d'abord on a appris le jeu par quelqu'un qui nous a transmis la règle, mais il n'empêche que le jeu, même une fois que ça a été fait, on a eu besoin d'y remettre quand même le nez dedans, parce que parfois, voilà, il y a des petites questions qui peuvent se poser. Donc, sur la VO, la règle était très textuelle, c'était assez des gros blocs de pavés comme ça qu'il fallait enchaîner. Alors, en effet, ils associaient quand même les couleurs des actions avec les couleurs des mots, donc on pouvait un peu s'y retrouver.
Par contre, dans la VF qu'on a reçue un peu en avance de l'éditeur, on voit que là, ils ont fait un vrai travail de mise en page où vraiment les blocs d'action, les blocs qui concernent un point de règle sont vraiment bien mis en exergue et bien mis en page. Là-dessus, ils ont fait un travail quand même meilleur que l'éditeur original. Voilà. Sinon, ce qu'on a bien aimé aussi, c'est que dans l'ensemble, c'était quand même beaucoup plus clair sur cette version-là. Ce qu'on a bien aimé aussi, c'est que la règle, finalement, a évolué, même pour la version originale. En fait, pour ceux qui vont un peu sur le forum de Board Game Geek ou qui jouent au jeu sur Board Game Arena, par exemple, il y a une nouvelle condition de fin de partie qui est arrivée. Au bout de deux pioches épuisées, normalement, la partie s'arrête. Ça, ce n'était pas dans la version originale de base. Et ils ont aussi ajouté la limite de nombre de cartes en main, qui est passée à 7. Et ça, ces 2 points de règle ont été complètement ajoutés dans la version française. Donc là-dessus, c'est plutôt un très bon point, parce que vous allez jouer avec une version qui est complète, alors que nous, sur la VO, on est déjà un peu, on va dire, downgradé par rapport à ce qu'il y a habituellement. Faut compter 10 minutes d'explication, montre en main, voire même moins. À votre tour, vous choisissez l'une des 4 actions, soit gagner de l'argent ou acheter un jeton du destin, on va y revenir, collecter des cartes dans un draft ouvert, ou élever la puissance de vos actions avec les cartes que vous avez déjà en main, ou capturer une carte de tarot. Tous les autres joueurs pourront suivre pour réaliser l'action dans sa version du bas de leur lot de cartes. Elle n'est pas forcément amoindrie. On va pouvoir aussi passer, si on n'arrive pas à suivre, qu'on ne peut pas suivre, pour gagner quelques petites pièces. En gros, c'est un système à la Puerto Rico. Les cartes de tarot obtenues offrent aussi un pouvoir qui vont augmenter, modifier la couleur à laquelle elle est associée, la couleur ou l'action à laquelle elle est associée. Au final, pour toutes ces actions, on va avoir 8 tas de cartes qui peuvent se retrouver devant nous, générant chacun une majorité liée chacun à un jeton dit du destin. À 3 joueurs, c'est dès qu'un joueur va avoir 6 jetons, et à 4 joueurs, c'est dès qu'un joueur aura 5 jetons du destin. Ça met immédiatement fin à la partie, on ne finit même pas le tour, c'est gagné. Alors, il existe d'autres manières de générer des jetons, dont l'achat, j'en reparlais tout à l'heure, ou liées à des cartes de tarot qu'on peut avoir. En tout cas, il faut garder les yeux ouverts. Bon. On est sur le matos. Alors, pour la version VO, j'ai envie de dire, pour moi, c'était plutôt limpide sur l'iconographie, quoique c'était un peu terne, on pouvait peut-être un peu mélanger certaines choses, et puis les icônes qui sont sur les cartes de tarot, pour nous indiquer à quelle couleur, quelle action c'est géré. C'est pas forcément très lisible à première vue, mais une fois qu'on est habitué, ça pouvait rentrer dedans. Et aussi le pouvoir de certaines lames, ou arcane majeure, carte de tarot, je vais dire les 3, ça pouvait être assez flou, donc on était un petit peu le nez dans la règle ou à fouiller un petit peu à droite et à gauche. En tout cas, moi je conseille d'attendre la version française, parce que de ce qu'on a vu dans ce que l'éditeur nous a confié dans l'échange avec eux, c'est que c'était assez clair. Pour la version VO, il y a une bonne âme. Alors, John Zradron, je ne sais pas prononcer, a réalisé une aide de jeu qui était très très bienvenue, qui a traduit toutes les arcades majeures, toutes les cartes de tarot, pour bien maîtriser sur 2 pages. C'est une aide de jeu qui est très 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 bienvenue pour pouvoir s'approprier le jeu. C'est très bien pour débuter. C'est plutôt bienvenu. Ça serait bien que Fantasy mette en téléchargement une petite récap de toutes les cartes de tarot, parce que ça permet aussi de ne pas avoir le nez sur le jeu du joueur en face, et de simplement voir quel numéro c'est, de voir ce qu'il est capable de faire, parce qu'on aura tout le temps le nez à vouloir comprendre ce que les autres font. Pour les cartes US, elles sont plutôt de bonne facture. C'est des cartes plutôt épaisses, plutôt sympathiques. C'est important quand même pour un jeu qui est basé sur des cartes. Et par contre, les pièces, parce qu'il y a des pièces pour l'achat de certaines choses, c'est assez bof-bof. On se retrouve avec des énormes jetons qui prennent une place folle dans la boîte, qui sont très tristes quelque part. C'est très dommageable. Même chose pour le jeton premier joueur, qui est un peu tristouille. Un petit peu de bricolage ou une impression 3D, on aura un jeton merveilleux pour pouvoir le remplacer. Ouais. Sur la VO, ils avaient pris en effet un parti pris d'un point de vue graphique assez audacieux, que moi j'aime bien. Le jeu du coup se démarque par rapport aux autres. Ce qui est bien, c'est sur la version française, on a eu quelques snippets des illustrations, etc. Le thème cartomancien est complètement respecté. Par contre, c'est vrai que sur les cartes, elles sont un peu plus immersives sur la VO. Sur la VF, ils ont mis des encadrés, mais du coup, c'est beaucoup plus lisible. Parce que c'est vrai que sur la VO, les icônes étaient mélangées avec le fond de carte du dessin, donc parfois, ça pouvait ne pas très bien ressortir.
un peu à distance. Là, au moins, sur la version française, il y aura une lisibilité qui est pour moi très bonne. Bon, après, voilà, les cartes, on ne connaît pas vraiment la qualité de la carte qu'il va y avoir, parce qu'en effet, les cartes, vous les manipulez énormément sur la draft, etc., voilà, pour les paiements, etc., donc c'est vraiment non-stop. Il faut plutôt une bonne qualité de carte, et si ce n'est pas le cas, ben, je pense que c'est clairement un jeu où il faut sliver si vous voulez en faire beaucoup. Voilà. Et puis ce qui est bien, c'est qu'aussi, ils sont un peu démarqués sur les jetons de divination. Voilà, ils les ont rendus un peu plus colorés, ils leur ont donné un peu plus de peps. Donc voilà, ça fait partie des petites upgrades que la VF apporte par rapport à la version originale. Soothsayer, Oracle, pour reprendre le terme français maintenant, c'est un jeu qui est vraiment ingénieux en fait. C'est une expérience qui est assez unique quand j'y repense, même si j'ai parlé de Puerto Rico, il y en a plein d'autres, et c'est plutôt des jeux très gros, très lourds, assez longs, très velus. Là, on est sur quelque chose qui est assez ramassé, qui est assez épuré, ça va plaire, et j'espère que ça plaise. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir sur le fait que chaque joueur puisse jouer à tous les tours. On n'a aucun temps mort. Si quelqu'un décide de faire une action, tous les autres vont avoir un petit quelque chose à faire. Est-ce que je vais suivre? Est-ce que je vais passer? Il y a des fois, il y a des décisions qui sont un peu longues à prendre. C'est pas très grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais en tout cas, il n'y aura aucun temps mort. Tout le monde joue à tous les tours, quel que soit le premier joueur. La tension, elle est prise à chaque instant. Et ça aussi, c'est assez agréable. Il y a une tension qui monte à chaque action. Parce qu'on voit bien que certains accumulent ces jetons du destin, ces jetons de victoire. Et c'est assez surprenant de se dire, ah, mon Dieu, il est à 1 de gagner, va falloir un peu le contrer. C'est bien. Donc il y a pas mal de fourberies aussi à réaliser quelques astuces pour pouvoir prendre une majorité, à utiliser un petit pouvoir d'une carte de tarot à droite et à gauche quand elles sont disponibles pour pouvoir contrer quelque chose. En tout cas, il y a 2 jeux de tarot, ils sont très différents l'un de l'autre, ça reste le même jeu, hein, mais on a le second, je vais l'appeler le second, qui va générer énormément d'interactions. C'est plutôt agréable. En tout cas, cette joie folle qu'on va pouvoir avoir quand on réalise quelques combos, c'est un plaisir de pouvoir dessiner à son tour comment prendre une majorité, comment contrer les plans d'un autre joueur, comment renverser un peu la table, c'est un vrai bonheur. Il y a une 3e version, t'en parlais tout à l'heure, qui est de dire on peut mélanger les 2 jeux de cartes de lame majeure en gardant un numéro unique à chaque fois et de recréer un peu la partie dont on a envie, même si toutes les cartes ne ressortent pas, c'est assez prenant. Ouais, il y a moyen de faire des decks un peu personnalisés pour chacun, préconstruits entre guillemets, et qui peuvent être intéressants. Bon, moi au niveau des sensations, voilà, faut être très clair, ça va être vraiment des montagnes russes. Il y a des moments où vous êtes au top, vous êtes à un jeton du destin de gagner la partie, et puis littéralement en un tour, vous allez vous retrouver dépouillé, parce que tous les joueurs vont vous focus quasiment instantanément, et puis parfois vous redescendez vraiment plus bas que terre, et puis finalement la partie s'allonge un peu, et parfois vous revenez des enfers pour éventuellement gagner la partie. Donc vraiment, c'est un jeu, ça amène des émotions, c'est obligé, parce que vraiment le tempo et la durée de la partie va faire qu'il va se passer énormément de choses. Voilà. Et puis parfois, vous avez cette sensation vous savez que vous allez à votre prochain tour gagner votre dernier jeton, vous êtes là en train de savourer, vous attendez patiemment que tous les autres joueurs jouent pour vous dire c'est bon, c'est pour moi, la victoire, elle est là. Et puis là, vous avez littéralement la personne qui joue avant vous, qui lui va réussir un coup pour potentiellement finir la partie. Et là, cette fin de partie, elle est vraiment cruelle, hein. C'est vraiment le truc le plus terrible. Parfois, vous ne voyez même pas venir. Et du coup, vous avez savouré ce tour pour finalement redescendre plus bas que terre. Donc vraiment, là-dessus, il fournit un maximum d'émotions. Et ça, je trouve que c'est plutôt un très bon signe. J'aime bien ton image des montagnes du rush parce qu'en effet, des fois, on pense qu'on est en haut et puis, ah mince, il y a un petit détail qui manque. Peut-être un denier, il manque... Ah mince, j'ai mal compté, et hop, on est reparti pour un tour et on se fait dépouiller dans l'instant d'après. Bref, vous l'avez compris, il y a énormément d'interactions dans ce jeu, elle est constante, elle est permanente, même si au début c'est un peu tatillon, ça va devenir assez dingue ce qui va se passer. Et il y a ce jeu simple déjà qui provoque pas mal de tensions entre les joueurs, il y a des surprises, mais alors quand on va prendre le 2e paquet de tarot, alors là c'est l'apothéose, il faut être aussi très très attentif aux autres de ce qu'ils peuvent réaliser. On s'en rend bien compte, et c'est là qu'il va y avoir une foire, j'ai envie de dire ça comme ça, pour influencer le tour d'un joueur, pour qu'il prenne une action, qu'il fasse une action, il va y avoir du débat autour de la table, à la limite de la tricherie, pour empêcher un autre joueur de gagner. Fais attention, fais plutôt ça, prends ça, parce que sinon il va pouvoir gagner, enfin bref.
il va se passer quelque chose autour de la table, c'est assez agréable. Ouais, niveau interaction, vraiment, le jeu offre tout ce qu'il peut. Donc, tu l'as dit, il y a aussi une série de tarots voilà, qui amène beaucoup plus d'interaction. C'est un jeu où il faut vraiment, c'est ça qui n'est pas évident, hein, il faut suivre quand même ce que font les autres joueurs. Il y a quand même plusieurs stratégies possibles dans ce jeu. Voilà, on peut gagner avec une stratégie un peu plus économique ou voilà, ou justement plus sur les majorités ou sur la production de jetons du destin. Donc c'est important de suivre un peu les différents joueurs, mais à la fois, c'est pas évident de retenir, quand vous jouez à 4 ou à 5, de retenir voilà, toutes les autres possibilités qui sont faites par les joueurs. Donc ça demande quand même beaucoup d'attention. Et vous avez plutôt tendance, dans les premières parties, vraiment à vous focusser sur votre tableau et uniquement sur votre tableau. Or, le jeu vous demande quand même de suivre ce qui se passe autour et d'être bien au courant. Mais c'est pas évident de voir vraiment les 4 tableaux, de les analyser pendant que vous êtes en train de réfléchir à votre tour de jeu, quoi. Bon. Sinon, pour moi, il peut s'adresser vraiment à des joueurs de tout type. Nous, vraiment, on l'a fait essayer, je crois, vraiment à tous les joueurs qu'on a. Et je sais qu'on a toutes les typologies de joueurs. Parce qu'il a vraiment ce côté très facile à expliquer. Et à la fois, voilà, il peut jouer très vite. Parce que si quelqu'un s'envole, la partie peut littéralement durer un quart d'heure, je vais dire. Mais bon, et puis parfois, ça peut s'allonger un peu plus. Alors maintenant, avec la nouvelle règle de fin de partie, c'est moins le cas. Mais voilà, il a cette facilité-là. Voilà. Après, ça reste quand même un jeu où, quand vous êtes un nouveau joueur, vous allez vous faire ratatiner. Généralement, c'est très dur. Donc, c'est là où tu disais avoir une aide de jeu pour que le joueur puisse vraiment voir toutes les cartes de tarot qui puissent arriver. Même nous, quand on explique le jeu, on essaye toujours de dire attention, dans les grandes cartes d'arcane majeure qui vont arriver plus tard dans la partie, il peut y avoir ça. Donc, tout n'est pas perdu, tout n'est pas impossible de retourner. Mais voilà, quand vous êtes à votre première partie, vous êtes déjà en train de vous dire comment je vais faire mon moteur. Vous ne réfléchissez pas à toutes ces cartes de tarot en les attendant comme nous, on les attend au bout de 5-6 parties, quoi. Voilà. Alors une précision pour cette aide de jeu, elle n'est pas indispensable dans la boîte parce qu'on peut apprendre les cartes et puis à force de jouer, on va les apprendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, on pensait plutôt à un document qui soit disponible soit via un QR code, soit via un document qui soit disponible sur BGG ou sur les sites des éditeurs. Ça peut très bien fonctionner. Pour ceux qui en expriment le besoin, ça peut être vraiment chouette. Avec qui jouer, moi j'aurais dit de 3 à 5 joueurs. À 2, je vois pas l'intérêt, je suis même pas sûr que ce soit prévu pour 2, ça m'intéresse pas. Ça fonctionne aussi bien à 3, à 4 ou 5, comme on l'a dit, il n'y a pas de temps mort. Je me répète beaucoup, mais il n'y a jamais de temps mort. Pour moi, ça peut se proposer à énormément de joueurs. C'est pas familial pour autant, mais ça peut être très intermédiaire, comme très expert, pour reprendre ces termes un peu barbares. On peut s'adresser aussi aux amateurs de cartes, parce qu'il y a une stratégie à mettre au point qui peut être dirigée dans une direction, suivant les opportunités qu'on a. Il y a énormément de possibilités. Mais je veux rajouter un élément. Je sais qu'il est disponible sur BGA. Ça peut être sympa de faire quelques parties, mais il va manquer le cœur du jeu qui va être l'interaction avec les joueurs, les frustrations qui vont s'exprimer, enfin bref, une espèce de joie, d'émotion, d'expression qui peut se dérouler autour de la table et via un écran ça peut vraiment s'effacer. Moi j'aurais vraiment tendance à dire une bonne boîte et se retrouver avec 3-4 copains, ça peut être absolument formidable. 30 minutes tu l'as dit, ça peut être des fois un peu plus, et avec la règle de la main réduite à cette carte, ça peut un tout petit peu plus s'étaler aussi. Rien n'empêche de reprendre la variante d'origine entre guillemets. Moi j'ai très envie d'y rejouer, en tout cas c'est un jeu qui ressort facilement, régulièrement pour compléter une après-midi ou une soirée. On parlait du jeu de reconnaissance d'année musicale, bah là ça marche tout aussi bien, c'est un jeu qui s'adresse assez facilement à plein de joueurs, tu l'as dit, et donc ça peut très très facilement se sortir. Je ne ferai pas une soirée, cependant une petite compète, ça peut être sympa. Moi j'y rejoue aussi, alors c'est un peu bizarre de vous dire ça parce qu'en fait c'est complètement galvaudé puisqu'en fait ça fait depuis presque 6 mois qu'on l'a, et en fait c'est le jeu, je pense qu'on en fait 5 ou 6 parties par mois, parce qu'en effet c'est devenu un filler chez nous. Alors c'est parce qu'en effet toi t'aimes beaucoup, donc tu le reproposes assez facilement, mais c'est vrai qu'il a cette force de simplicité qui fait qu'il est vraiment facile à reproposer. J'allais dire, pour nous, c'est un peu devenu le Uno des jeux de cartes experts, parce que vraiment, bah oui, mais c'est tout con, vraiment, il est tout bête, il s'explique vite, et voilà, en effet, une fois que vous commencez à avoir l'habitude et que les joueurs autour de vous connaissent bien les cartes, bah, le jeu, il se joue très très vite. En effet, parfois, t'attends presque ton tour quand tu fais juste passer, quoi. C'est-à-dire, là, c'est peut-être le maximum que vous allez attendre, vous allez peut-être vous embêter pendant 20 secondes, mais c'est vraiment le minimum. Voilà. Nous, il était aussi un peu en concurrence avec un autre jeu de cartes qu'on aime beaucoup, qui est Oliva. Voilà, qui est à peu près aussi dans cette même durée, voilà, avec une autre expérience, mais voilà, jeu de cartes facile à expliquer et à montrer. Voilà, ils sont chacun dans 2 ambiances différentes, mais voilà, pour nous, c'était un peu les 2 fillers de l'année, mais Oracle est largement au-dessus,
c'est vraiment celui qu'on a le plus joué. Bon, la comparaison avec Uno est violente. Hein. Une note? Une note, pour moi, c'est une barbe bien fournie. C'est pas mon jeu de l'année, de ever, de tout ce que je préfère. Le jeu reste quand même une sorte de... C'est ça qui est un peu bizarre, ça reste comme une sorte de multi-solo, comme on dit souvent. C'est-à-dire, vous avez votre tableau de cartes devant vous, il est là, votre tableau, quoi. Il est là, le truc solo. Mais voilà, le fait qu'on participe aux actions des autres, qu'on se pique des majorités, que voilà, c'est là où, là, par contre, il est complètement multi, mais vraiment multijoueur, et pas juste parce que les joueurs sont autour de la table, quoi. Et voilà, et comme j'ai dit, il provoque énormément de choses autour de la table. Tu l'as dit un peu, mais quand quelqu'un y a un de gagné, il y a forcément un joueur, alors moi je me dénonce moi-même, hein, mais je dis clairement aux autres, surtout quand c'est leur première partie, j'ai dit, là on ne peut pas le laisser terminer, c'est-à-dire il faut que quelqu'un, faut aller focuser son jeu, quoi. Et au final c'est toujours ce qui se passe, c'est là où je vous disais, on peut se faire focuser, et d'un seul coup vous étiez à un jeton de la victoire, et redescendre à très très bas, quoi. Donc il y a un peu cette mauvaise foi, et puis parfois il y a des joueurs qui disent « Ah mais non, j'ai pas envie, toi, vas-y, enlève-lui une majorité, etc. » Et donc on se retrouve dans une sorte de jeu, un peu de négociation, et à la fois, parfois, c'est les joueurs qui entre guillemets, font exploser la partie, soit du coup pour la finir très vite, ou au contraire pour essayer de la prolonger, parce qu'ils y croient encore et ils veulent aller au bout du bout. Voilà, donc pour moi, c'est le jeu du moment, en tout cas. Alors pour moi, ça sera une note... d'intérêt qui va être évidente. Pour moi, c'est une barbe fleurie, très très fleurie. Pour moi, Oracle Soothsayer, c'est une véritable pépite ludique, comme certains diraient. C'est un incontournable. Pour moi, c'est évident. C'est un jeu que je vais racheter en français, en version française, aussi pour pouvoir inclure plus de joueurs, parce que là c'est une version anglaise, et il y a quelques-uns de nos camarades qui sont pas forcément très à l'aise avec l'anglais, et ben donc là une version française me permettra d'inclure encore plus de monde dès que ça sera disponible. Pour moi c'est un futur hit, enfin en tout cas je le souhaite très très fort, j'espère que ça deviendra un classique, en tout cas en anglais il me semble que c'est déjà en train de le devenir. Et on me glisse à l'oreille quelque part qu'il est censé sortir aux alentours de novembre, si j'ai bien tout compris ce que nous a écrit l'éditeur, en version française. Essayez-le déjà sur BGA, vous verrez, c'est une merveille. Et voilà, c'est tout pour Oracle Soothsayer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous aussi, vous pouvez laisser vos prédictions pour le jeu de société en 2027 en commentaire. Et si vous avez aimé cette découverte et si vous aimez les jeux de société autant que nous, il y a plein d'autres critiques à découvrir juste ici sur la chaîne. Cliquez, installez-vous et on continue à jouer ensemble tranquillement.